Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle conférence. Je suis Élise Alphonse, en charge de la communication à la CCMO, et c'est moi qui vous accueille ce soir. Dans le cadre donc des opérations que nous menons sur la prévention santé. Avec le tour essentiel qui se déroule actuellement, nous avons prévu cette conférence sur les acouphènes. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Sébastien Leroy, qui est porte-parole de l'association Journée nationale de l'audition, avec qui nous sommes en partenariat depuis plusieurs années. Sébastien, je vous laisse nous dire quelques mots. Oui, merci beaucoup Élise, merci à la CCMO Mutuelle. Effectivement, un partenariat depuis quelques années pour mettre l'audition au cœur de notre santé, vous la rendre accessible grâce au bus tour essentiel dans chacune des grandes villes et puis des ateliers acouphènes, comment rebondir. Il est important, le comment rebondir est très important. On va le voir ensemble Élise et avec vous tous et toutes. Donc, avant qu'on démarre, j'aurais juste voulu vous rappeler à toutes et à tous les quelques dates qui sont à venir, notamment les villes de Amiens demain, Le Havre le 13, Rouen le 14 et Abbeville le 15. Donc ceux qui souhaitent venir se faire tester leur audition peuvent venir au sein du bus. Toutes les informations sont sur le site internet de la CCMO. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la place à Sébastien pour vous parler donc des acouphènes et comment rebondir et bien vivre avec. Sébastien, je vous laisse la Hem, parole. Merci Élise. Effectivement, le bus et les dépistages de l'audition sont ouverts à tous, quel que soit l'âge, pour tous, accessible à tous. Nous, ce soir, nous sommes sur les acouphènes, comment rebondir. Effectivement, comment rebondir, est sujet à beaucoup de questionnements, et c'est régulièrement, on nous rappelle: «Oui, mais moi j'ai entendu, il y a rien à faire, mon médecin m'a dit qu'il y avait rien à faire, j'ai testé des choses» et cetera. On va faire un point sur les acouphènes, on va faire un point sur le parcours de santé dans le cas des acouphènes et puis, les bonnes pratiques, pour essayer de gérer, la vie avec, les acouphènes. Effectivement, quand on parle d'acouphènes, de quoi parle-t-on? C'est tous ces bruits, les sifflements, bourdonnements, sont des bruits entendus par l'individu et par lui seul. Je pense que vous allez être nombreux et nombreuses à me dire: «Oui, effectivement, c'est la difficulté puisque, ce bruit, est entendu dans la tête de la personne. Donc, les praticiens, médecins généralistes, médecins ORS ne vont pas forcément entendre votre bruit, son intensité dans votre tête et cetera. Mais on va en reparler, on va voir comment faire bien sûr. Les acouphènes sont considérés comme des symptômes psychiatriques. Alors c'est une question un peu bizarre peut-être à notre époque, mais vous savez pendant longtemps, ça a pu être, analysé comme, des hallucinations, sonores, et effectivement, parfois considéré comme un trouble psychiatrique, et cetera. Alors si vous regardez bien la Bible, hein, de la pathologie, psychiatrique, on appelle le DSM, les acouphènes ne font pas partie de cette Bible-là, mais bien des troubles, de l'audition, et donc des troubles ORL. Le médecin spécialiste des acouphènes est le médecin généraliste. Effectivement, le médecin généraliste est à l'entrée du parcours de santé, mais le médecin spécialiste des acouphènes, c'est bien le médecin ORL, qu'on se le dise, c'est le médecin ORL et puis on va voir effectivement peut-être que vous avez vécu des expériences, et que, vous avez eu le sentiment de pas aboutir. Nous allons voir qu'il existe, hein, des réseaux pluridisciplinaires qui ont été constitués en France, pilotés par des médecins ORL, qui se sont sensibilisés aux acouphènes et se sont formés, qui sont, dans la pointe de la recherche sur les acouphènes. Il est possible de déceler la fréquence des acouphènes et leur intensité, bien entendu. Aujourd'hui, nous savons faire, on appelle ça l'acouphénométrie, notamment dans les CHU de France. Nous savons, effectuer, une recherche sur quelle fréquence se situent les acouphènes et puis nous savons également, vous aider à évaluer la gêne de vos acouphènes grâce à une échelle, mais également grâce au questionnaire, entendu par la communauté scientifique, le questionnaire qui s'appelle le THI, qui est un questionnaire d'auto-évaluation de la gêne, des acouphènes dans son quotidien, dans sa vie sociale et cetera. Vous pouvez trouver le THI, vous tapez THI sur Google, vous le trouverez. C'est un bon indicateur et vous verrez l'ORL s'en sert également
pour évaluer puisque, dans la mesure où il n'est pas dans votre tête pour entendre, l'intensité et le niveau de gêne, vivre le niveau de gêne avec vous, du coup, il y a des outils qui ont été mis en place pour pouvoir le faire. Quelles sont les principales causes de survenue? Hem, Parmi toutes ces causes, effectivement, traumatisme sonore, usure naturelle des cellules avec l'âge, traumatisme crânien, choc émotionnel, traitement médicamenteux. Alors, bien entendu, les acouphènes prennent un S parce que, chaque patient a un vécu par rapport à des expositions sonores, par rapport à un à un suivi médical, par rapport à un parcours médical. Il a un vécu, également, par rapport aux aléas de la vie, des chocs émotionnels, des traumatismes crâniens et cetera. Parmi les causes, de survenue, la première des causes reste quand même l'usure naturelle des cellules avec, l'âge, ce qu'on appelle la presbyacousie. Vous connaissez bien la presbytie pour la vue à partir de 50 ans. À partir et Le même phénomène pour l'oreille et s'appelle la presbyacousie et cette presbyacousie est significative autour de 60-65 ans avec une tendance un petit peu à glisser aujourd'hui plus tôt. Bien entendu, les traumatismes sonores, c'est-à-dire toutes les expositions sonores qui sont toxiques pour, les cellules de l'oreille, peuvent générer, des acouphènes. Que ces traumatismes sonores soient soudains, ce qu'on appelle les aigus, traumatismes sonores aigus, ou, qu'ils soient répétitifs, ce qu'on appelle les traumatismes sonores chroniques. Donc c'est quand on fait, par exemple, du bricolage sans protecteur, quand on, avec sa machine, à sa tondeuse à gazon, et qu'on fait plein de choses comme ça ou qu'on écoute, hein, de manière, régulière et forte, à fort volume, les écouteurs qui sont à 100 décibels, ce sont des niveaux dangereux qui peuvent créer des traumatismes sonores aigus ou chroniques et amener, des acouphènes, des symptômes d'acouphènes. Il n'y a rien à faire. Alors effectivement, c'est quelque chose, que souvent, hein, vous nous répercutez. Vous avez consulté, des médecins, vous avez consulté autour de vous et bien entendu, vous avez le sentiment, de qu'on vous dise qu'il n'y a rien à faire. Alors effectivement, sur le plan médical au sens de la guérison, hein, de pouvoir aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé la clé qui va permettre de guérir médicalement des acouphènes. Par contre, il n'y a pas rien à faire, il est même dangereux pour l'équilibre de santé et de vie sociale de ne rien faire et on va voir pourquoi, comment. Effectivement, les acouphènes, on l'a dit, hein, c'est des bruits entendus à l'intérieur de la tête. Il existe des acouphènes objectifs, hein, en relation avec une maladie de l'oreille moyenne et des acouphènes, subjectifs, qui sont la majorité des cas, hein. Les acouphènes objectifs sont, issus de pathologies de l'oreille interne. Les causes d'apparition, effectivement, si on revient dessus, hein, la presbyacousie, c'est-à-dire l'usure avec l'avancée en âge, les traumatismes crâniens font partie, les traumatismes sonores, parfois aussi les accidents liés à des activités de loisirs comme la plongée, des traitements médicamenteux lourds, hein, on a pu vivre dans son parcours de santé, la nécessité de traitements avec des effets, secondaires. Des chocs émotionnels. Effectivement, on a pu, dans l'ensemble des suivis patients, se rendre compte qu'il a pu arriver, un choc émotionnel dans les 6 mois avant la survenue des acouphènes. Donc c'est pour ça qu'il est important d'introspecter et c'est le rôle des médecins ORL, d'aller creuser, hein, dans votre parcours de vie et chaque parcours de vie est différent, donc je le répète, chaque cas d'acouphène est différent. Hem, donc il est important d'aller introspecter, heu, son parcours. Bien entendu, je vous ai évoqué des pathologies de l'oreille interne, il y a la maladie de Ménière, les neurinomes de l'acoustique qui peuvent, amener, hein, la survenue de sifflements, bourdonnements dans les oreilles. Donc ces cas-là sont repérables grâce à des examens cliniques. Là aussi, donc vous voyez qu'il est nécessaire de rentrer dans le parcours de santé, que le médecin ORL puisse, en fonction de votre parcours de vie, bien entendu, réaliser les examens nécessaires pour pouvoir bien vous accompagner derrière. Alors que faire? Vous l'avez compris, hein, effectivement, avant tout, l'important pour vous et votre vie, c'est de maintenir les bons équilibres de santé et de vie sociale.
tout ce qui touche à l'audition va, en tout cas les troubles, les gènes, dans le domaine de l'audition, va, possiblement déséquilibrer à la fois les équilibres de santé et les équilibres de vie sociale. Donc l'objectif numéro 1 est de maintenir les fonctions de l'audition. Nous avons des fonctions essentielles dans notre quotidien depuis notre enfance, hein, depuis notre naissance, qui est la communication. C'est grâce à l'organe de l'oreille que nous pouvons communiquer ensemble et là, il est nécessaire de faire la différence entre entendre et bien entendre. Entendre, normalement, à part des cas, particuliers, entendre est toujours possible. Par contre, bien entendre, devient difficile lorsque les acouphènes forment un filtre sur certaines fréquences, notamment si en plus ils se situent sur les fréquences de la parole. Et puis, dans l'usure avec l'avancée en âge, on ne va pas perdre du capital au même endroit et on ne va pas perdre tout son capital. Souvent, la référence surdité, dit sourd, et on a le sentiment que sourd, ça veut dire ne plus rien entendre. Non, on perd pas tout son capital auditif, donc on va continuer à entendre, mais on va pas pouvoir bien distinguer et donc le cerveau ne va pas forcément pouvoir facilement décoder et c'est là où il va travailler beaucoup plus, jusqu'à fatiguer, voire, nous mettre un petit peu en retrait des autres. D'autres fonctions sont importantes, la fonction d'alerte, hein. Vous savez que l'oreille, heu, a cette fonction essentielle de l'alerte, c'est-à-dire de nous alerter que quelqu'un rentre dans l'appartement, que quand on traverse la rue, il y a une mobylette, une moto ou une voiture. Et bien entendu, vous avez remarqué que vos yeux se ferment. Si nos yeux ne peuvent pas nous alerter, la vision ne peut pas nous alerter, il reste l'oreille. C'est pour ça qu'elle est en ouverture permanente, elle n'a pas de clapet et elle a très peu de protection naturelle. Il y a un petit réflexe stapédien, mais qui est très léger et qui met un certain temps face à la puissance sonore avant de réagir. Donc on n'a pas de vraie protection par rapport à l'ensemble, des bruits environnants de nos expositions sonores de ce 21e siècle. Elle n'est pas faite pour ça. L'oreille, en tout cas les mécanismes de l'audition, les mécanismes de l'oreille sont les mêmes qu'à l'époque de Néandertal. Et vous voyez que nos vies et nos environnements sonores ont fortement évolué depuis l'homme de Néandertal. Troisième fonction essentielle pour nous, c'est les émotions. Les émotions, effectivement, à partir du moment où il y a une gêne auditive ou une perte auditive, un trouble de l'audition installé, on va moins bien, entendre et on va beaucoup moins bien moduler, sa voix et c'est en modulant sa voix, hein, qu'on transmet les émotions pour ça que parfois, vous pouvez apparaître, si c'est le cas, apparaître un petit peu, bougon, instantanément, tout simplement parce que votre oreille est fatiguée ou parce qu'il y a quelque chose qui gêne et qui vous force à comprendre et donc du coup, vous allez un petit peu forcer sur la voix, elle va être oui, sur la voix et elle va être un petit peu plus raide, donc il y a moins de transmission, de chaleur dans les émotions, dans les échanges. Donc il nous faut absolument maintenir ces 3 fonctions essentielles, pour pouvoir agir. Parce que la finalité, c'est le bon fonctionnement de votre cerveau. Toutes ces petites mécaniques de l'oreille, toute cette mécanique, elle est au service, du bon fonctionnement, c'est-à-dire de la fluidité, du décodage des informations sonores par le cerveau pour agir sur ses capacités cognitives, on l'a vu, ses capacités relationnelles. Par la fonction d'alerte, on va rejoindre la sécurité intérieure. Plus ma fonction d'alerte fonctionne bien, plus, je me sens en sécurité, c'est-à-dire que je peux analyser si je suis en danger ou non. Plus j'analyse rapidement que je suis en danger, en tout cas, plus je sens que j'ai cette capacité-là, plus je me sens en sécurité. Tout simplement, hein, si j'entends moins bien, hem, si j'entends moins bien, que je me sens moins sécure dans la rue, hein, quand je marche dans la rue, bah, je vais avoir, un petit peu une crainte d'aller à l'extérieur, par exemple. Ou, sur un univers de travail, je vais, sursauter quand quelqu'un approche par derrière et que ma fonction d'alerte ne m'a pas averti. La santé mentale, puisqu'à partir du moment où effectivement notre cerveau fonctionne de manière fluide, rapide, nous allons pouvoir être en interaction rapide et garder une bonne qualité de vie sociale et on sait que la qualité de vie sociale permet de garder aussi son tonus, psychologique. Sa santé physique,
peut-être c'est un petit peu plus éloigné d'entre vous. À partir du moment où effectivement on craint sortir à l'extérieur, par exemple, c'est là où on va avoir tendance à être un petit peu plus sédentaire et que ça peut jouer sur le tonus, physique. Et bien entendu, vous voyez que ça peut jouer sur l'ensemble de l'équilibre, de santé. Par la fatigue qu'amènent les troubles et les symptômes comme les acouphènes, hein, si en fonction de leur intensité, ces acouphènes peuvent effectivement, nous déstabiliser sur le plan psychologique, sur le plan relationnel. Donc il nous faut absolument agir là-dessus. Donc, vous voyez que la dimension aussi psychologique est forte et notamment dans le cadre des acouphènes. Tout simplement parce que c'est un bruit subi à l'intérieur de soi. C'est un bruit qui a tendance en plus à s'imposer par certaines vagues. Il suffit que l'on soit fatigué, que l'on soit dans les doutes pour que, les acouphènes, nous donnent le sentiment de perte de contrôle, non seulement d'envahissement et en plus de perte de contrôle. Donc c'est un vrai sentiment d'envahissement intérieur et il faut veiller à ce que cet envahissement intérieur qui peut amener de la souffrance, hein, en fonction de l'intensité, de la prégnance, des acouphènes à l'intérieur de soi, ça peut amener une vraie souffrance, hein, et donc quand on est un peu dans cette impuissance, dans cette souffrance, dans ce sentiment d'envahissement, on peut avoir tendance à beaucoup évoquer, hein, sa souffrance liée aux acouphènes à son entourage professionnel ou son entourage, hem, personnel. Donc il faut veiller à ce que les acouphènes et cette gêne des acouphènes, cet envahissement des acouphènes ne prennent pas toute la place dans votre vie relationnelle et deviennent aussi un envahissement des relations extérieures. Une autre piste également, hein, bien entendu, derrière, vous allez voir, on va aller sur les bonnes pratiques, hein, comment rebondir. L'espace émotionnel des centres nerveux, bien entendu, hein, par ce sentiment d'envahissement, ça va travailler notre espace émotionnel, notre nervosité. Nous allons passer possiblement, hein, par ce sentiment d'impuissance parfois où on perd le contrôle sur les acouphènes, de détresse, de colère, le sentiment d'injustice, pourquoi moi ça m'arrive et pas d'autres, et cetera. Et ce sont des sentiments qui sont naturels, qui sont humains et qu'il faut mettre des mots dessus, qu'il faut, oser, évoquer et qu'on vous le dise également, c'est important. Et il y a des espaces pour pouvoir les évoquer, pour éviter que l'envahissement intérieur devienne aussi source d'envahissement de tout son relationnel, professionnel ou personnel. On va parler de ces espaces. Et puis faire face à la souffrance, c'est, parfois, avec en fonction de l'intensité de la gêne des acouphènes, bien entendu, une souffrance, psychologique, parfois même, qui amène parfois aussi une souffrance physique, pardon. Hem et faut-il lutter? Faut-il accepter cette souffrance? Plus nous luttons contre, plus le risque, c'est qu'effectivement de maintenir dans un schéma, qui nous enferme. Heu et nous allons voir que peut-être, en fonction des parcours de vie personnels, en fonction de la philosophie de vie personnelle, parfois il est préférable d'aller dans l'acceptation. Ils sont là. Pour le moment, aujourd'hui, on ne sait pas les guérir, on sait accompagner et comment faire pour aller sur le chemin de l'acceptation et éviter de se confronter, hem et c'est une manière de prendre le contrôle sur les acouphènes. On va en parler et effectivement, l'une des clés va être de dépathologiser parce que plus on se focalise sur les acouphènes, l'intensité de la gêne et éventuellement, bien entendu, dans certains cas, lorsque cette gêne est très forte, on va focaliser dessus et on risque de donner toute la place à cette souffrance et s'enfermer dans la souffrance liée aux acouphènes et ce qui peut nous faire, décentrer, de la vie, sociale et collective et nous amener, hein, dans une souffrance, psychologique, plus forte. Il y a certains cas d'acouphènes, d'intensité d'acouphènes, de gènes d'acouphènes qui amènent, hein, à des difficultés critiques, hein, de dépression et cetera. Là, il existe aussi des espaces pour pouvoir, vous aider. On va en parler tout de suite derrière. Le parcours de santé, bien entendu,
Il n'existe pas à ce jour de parcours de santé défini dans le cadre de la loi de santé consacrée aux acouphènes. Pour autant, il existe, des parcours de santé, qui ont été, mis en place par des réseaux, pluridisciplinaires, qui sont pilotés par des médecins ORL. Tout d'abord, il faut oser parler de ces acouphènes aux professionnels de santé que vous rencontrez, notamment votre médecin généraliste. Oui, vous allez me dire: Je l'ai fait, j'ai eu le sentiment de ne pas être suffisamment entendu dessus». Ce qui est intéressant pour vous, parce que c'est difficile, hein, et notamment plus on s'éloigne des villes et plus les médecins généralistes sont peut-être pas suffisamment encore formés, sensibilisés à cette question des acouphènes. Il faut prendre en compte, hein, que le domaine de l'oreille évolue depuis 40 ans en termes de connaissances. L'imagerie médicale nous a beaucoup aidés, nous aide encore beaucoup. La recherche génétique, hein, je vois des questions sur le génétique. La recherche génétique avance aussi, nous aide à avancer. On espère trouver les clés pour un jour guérir de tous ces gènes et troubles de l'audition, voire les anticiper. Le médecin généraliste, vous pouvez l'aider par le THI, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce questionnaire normalisé, hein, c'est-à-dire entendu par la communauté scientifique, s'appelle le Tinnitus Hearing Inventory, THI sur, Google. Vous tapez THI, vous le remplissez et ça donnera une indication du niveau de gêne dans votre quotidien, de vos acouphènes. Ça donnera l'indication généraliste pour qu'il puisse un petit peu objectiver et vous entendre peut-être un petit peu plus, pour pouvoir, aussi motiver la consultation du médecin ORL, puisque c'est lui le spécialiste. Alors comme je vous l'ai dit, il existe, hein, des réseaux pluridisciplinaires, de médecins ORL, qui sont plus particulièrement, sensibilisés à cette question enfin sensibilisés, quand je dis sensibilisés, mais aussi bien entendu, formés, hein, à cette question des acouphènes et qui ont mis en place des équipes pluridisciplinaires. Vous pouvez les trouver, hein, sur France Acouphènes, france-acouphènes.org ou lafrepa.org. Vous verrez tous ces réseaux, d'équipes pluridisciplinaires pour pouvoir, prendre rendez-vous. Alors certes, aujourd'hui, vous le savez, avec, la difficulté, hein, de remplacement des médecins ORL en France, comme tous les corps de santé, il peut y avoir quelques mois, d'attente avant, votre rendez-vous. Donc vous voyez qu'il y a quand même des équipes qui ont été formées et pour pouvoir bien vous accompagner. J'ai évoqué tout à l'heure l'acouphénométrie, donc vous verrez, cette acouphénométrie, c'est de la recherche, des fréquences, sur lesquelles se situent vos acouphènes et puis surtout vérifier qu'il y a pas une surdité associée, vérifier les causes, hein, avec le médecin ORL qui va vous poser énormément de questions. Donc c'est un médecin qui va prendre le temps également, hein, le médecin ORL dans ce cadre-là, prendre le temps d'introspecter avec vous, votre parcours de vie. Cette prise en charge, est indispensable, hein, vous l'entendez ce soir, elle est indispensable pour, déjà évacuer ou repérer, hein, les pathologies de l'oreille interne avec les examens nécessaires qui sont ça, nous le savons le faire, le parcours ORL, c'est faire les examens cliniques pour repérer, pour pouvoir bien accompagner derrière. Attention, dans la dernière étude scientifique sur les acouphènes que nous avons diffusée au mois de mars dernier, réalisée en partenariat avec l'association de patients France Acouphènes, l'étude sur le poids social économique des acouphènes en France, nous sommes rendus compte qu'il y a 7 ans d'attente, 7 ans de prise de conscience entre la survenue et la première consultation médicale. 7 ans, ça veut dire pendant 7 ans, la gêne des acouphènes a pu, aussi provoquer, des déséquilibres. Donc attention, 7 ans, c'est beaucoup trop long pour la santé, cognitive, hein, pour la santé du cerveau. Donc voilà, nous vous invitons à consulter le plus tôt possible, de manière à pouvoir évaluer, les survenus, d'évaluer également et de mettre en place un bon accompagnement. Dès la consultation ORL permet aussi de repérer une éventuelle perte auditive associée
Et puis, on s'est rendu compte effectivement que le sentiment parfois que vous pouvez vivre de ne pas être suffisamment entendu, par le corps médical et autres, bah, vous amène à essayer de trouver des réponses. Et effectivement, quand on est dans cette souffrance et qu'en plus on ne trouve pas, d'appui, d'écoute, hein, qui nous permettent un appui, et une prise en compte de notre souffrance et de nos symptômes, bah, ça nous amène, hein, à aller essayer de trouver la ressource qui est médicale et non médicale qui va, possiblement nous apporter, un apaisement par rapport à cette souffrance, via l'écoute et cetera. Donc vous voyez que par une prise en charge médicale bien définie, hein, notamment au travers de ces réseaux pluridisciplinaires, cela peut vous éviter. Parce que le risque de ce qu'on appelle ce nomadisme, hein, médical, c'est aussi, plutôt ça va être d'accroître votre souffrance plutôt que de la réduire, d'aller à droite et à gauche et de devoir aller à droite, d'aller à gauche, de retourner à droite et cetera pour, trouver un appui. Donc il existe des solutions. Hein, donc j'ai beaucoup parlé des réseaux, pluridisciplinaires et effectivement en fonction, des causes décelées, dans votre parcours, des tests d'audition réalisés, voir s'il n'y a pas, des surdité associées. S'il y a une surdité associée, les solutions auditives ou les prothèses auditives ou les aides auditives en fonction de votre, langage, sachant que dans la loi de santé, on parle de prothèses auditives. Les solutions auditives, peuvent aider à gérer les acouphènes de 2 manières et c'est là où est intéressant d'avoir fait l'acouphénométrie puisque ça va donner l'indication à l'audioprothésiste pour les réglages. Soit, dans l'aide auditive, vous allez pouvoir activer des petites musiques qui vont venir couvrir l'acouphène lorsque ces acouphènes ont tendance à se à se faire présents et éventuellement aussi par un système qu'on appelle les masqueurs d'acouphènes. Aujourd'hui, le 112 santé est totalement effectif, hein, depuis le 1er janvier 2021. 100 santé en audioprothèse veut dire qu'il existe des aides auditives, des prothèses auditives sans reste à charge. Et puis, dans le cas où il n'y a pas de surdité associée, il y a également des possibilités d'accompagnement spécifique, hein, spécifique parce qu'on va apprendre à défocaliser des acouphènes, c'est-à-dire à les mettre à distance et ça s'apprend, mais ça demande de la patience, hein. Souvent, en fonction en plus de l'intensité des acouphènes, ça va nous demander beaucoup plus de patience, de rigueur dans l'acquisition de ces techniques pour mettre à distance les acouphènes. Ça veut dire quoi mettre à distance les acouphènes? C'est-à-dire quand ils se font présents à soi, c'est apprendre à mon cerveau à ne pas focaliser dessus, à ne pas se concentrer sur le bruit entendu. Plus vous allez vous concentrer dessus, plus vous allez avoir le sentiment qu'ils se font encore plus présents. Il y a une notion intéressante et importante à prendre en compte. L'intensité des acouphènes ne change pas. C'est toujours sur, une fois qu'ils sont établis, c'est la même fréquence, la même intensité. Ce qui va vous donner le sentiment qu'ils sont beaucoup plus intenses, ça va être l'état émotionnel, hein. Soit vous êtes dans les doutes, la fatigue et cetera. C'est là où vous allez avoir le sentiment, qu'ils se font plus présents et qui sont donc plus forts en se faisant plus présents. Et donc c'est là-dessus qu'il faut agir. À partir du moment où vous avez ce sentiment-là, c'est aussi un indicateur, hein. Vous voyez, je commence à aller, comment rebondir. C'est aussi un indicateur que dans votre journée, il y a quelque chose qui vous a heurté émotionnellement, que vous y êtes peut-être allé trop fort dans la pression de performance, c'est-à-dire le stress, hein, au travail, et cetera. Et que, là, il faut peut-être que je prenne un temps pour souffler et que dans ce temps pour souffler, je mette en place la pratique, de mettre à distance, de défocaliser, des acouphènes. Les acouphènes, je vois une question qui est naturelle, hein. Effectivement, après, peuvent, varier avec l'évolution de l'usure, des cellules dans le temps, mais ce n'est pas une loi linéaire, et
et ce n'est pas, aussi des paliers qu'on va passer en fonction des âges. Ça dépend de chacun des parcours personnels. La plupart du temps, ça reste quand même l'effet de l'état émotionnel, hein, ce sentiment qui sont plus forts, en intensité. Et bien entendu, je vous ai dit, il existe des espaces quand, quand ça devient difficile de supporter ces acouphènes, quand ces acouphènes prennent beaucoup de place aussi dans la vie autour de soi. Quand je dis dans la vie, hein, en termes de plutôt de pollution de ses relations, familiales et cetera. Il existe, des groupes de la parole dans des temps d'échange, hein, d'écoute, gérés par, l'association de patients France Acouphènes et puis, bien entendu, une ligne d'écoute de France Acouphènes. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur france-acouphènes.org. Je vous l'ai mis là sur le PowerPoint. La ligne d'écoute, elle est gérée par, des patients, enfin des bénévoles qui sont eux-mêmes, patients acouphéniques, hyperacousiques et cetera, qui ont été formés à l'écoute, hein, donc n'hésitez pas, plutôt que de voilà, d'être dans votre mal-être, de rester dans votre mal-être seul et que ce mal-être prenne beaucoup de place dans auprès de vos conjoints, de vos proches, qui sont dans l'impuissance, qui sont démunis pour, parfois pour vous aider le plus souvent, malgré toute la bonne intention, la bienveillance et cetera. N'hésitez pas à prendre en contact avec France Acouphènes pour vous aider. Et puis, il existe également, hein, des psychologues qui sont plus particulièrement formés pour prendre en compte toutes les difficultés auditives et les gènes liés aux acouphènes. Et à l'hyperacousie, effectivement, vous allez me dire: «Je ne veux pas parler d'hyperacousie». L'hyperacousie est très souvent associée aux acouphènes. C'est un phénomène de son amplifié à l'intérieur de la tête qui peut effectivement s'adjoindre aux acouphènes. Alors au quotidien, comment faire, hein? Puisqu'on est quand même sur comment rebondir. Bien entendu, vous allez me dire: «Oui, il est dans une conférence, il y a qu'un faucon», comme on dit, il y a qu'à faire. Heu, Ce n'est pas si évident, bien entendu. Ça demande effectivement, hein, de la rigueur, ça demande de la pratique. Ce sentiment d'envahissement, pour voilà, mettre à distance ces acouphènes, ça s'apprend, mais ça se travaille. Ça se travaille. Plus on le travaille et plus on y arrive facilement de pouvoir les mettre à distance. Tout simplement, je vais vous donner un exemple, vous aimez marcher dans la forêt, hem et avec toutes les sensations de ce sentiment de bien-être de marcher dans la forêt. C'est, quand l'acouphène, en tout cas se fait plus présent, se donne le sentiment d'être plus présent, c'est d'activer à ce moment-là ce sentiment, soit visuel, soit, kinesthésique, hein. C'est-à-dire que parfois on peut avoir un ressenti physique de marcher, de sentiment agréable de marcher, dans la forêt, d'activer cette mémoire, positive pour aller contrecarrer. Un autre exemple, nous avons tous une mémoire sonore, dans notre tête, hein, dans la partie du cortex auditif, il y a une mémoire sonore qui peut venir de l'enfance, qui peut venir, plus proche, hein, d'une musique que nous aimons, d'une chanson que nous aimons et cetera, ou d'une chanson d'enfance et cetera, et là, on va l'activer pour venir contrecarrer les acouphènes qui veulent prendre la place à l'intérieur de soi. Donc, voyez, dans les règles d'or, c'est apprendre à défocaliser, ne pas se concentrer au risque de se pathologiser, de se rendre complètement enfermé par la souffrance des acouphènes. Heu, Gérer son état émotionnel, c'est une règle, hein, je vous l'ai dit, ça peut être un indicateur et utiliser ça comme un indicateur pour se dire: «OK, là, ça me dit que, j'ai été un petit peu trop fort ou j'ai été un peu choqué par quelque chose qui m'a dérangé dans un échange avec un collègue ou une collègue». Donc et de prendre un petit peu le temps de souffler et de mettre en pratique. C'est aussi, couvrir l'acouphène avec un son agréable, hein. C'est ce qu'on met aussi en place dans les aides auditives, mais quand on n'est pas les aides auditives, on peut le faire également. Et puis plutôt que de lutter, sans cesse lutter, qui demande de l'énergie, hein, la lutte, c'est, d'accepter leur présence. C'est-à-dire ils sont là, OK,
Pour le moment, je peux pas les faire partir, je peux pas guérir. Alors certains ont la chance que ces acouphènes parfois disparaissent, parce qu'on appelle ça des acouphènes passagers. Parfois ils partent plusieurs années, parfois ils partent, 1 semaine. On ne sait pas comment, pourquoi, mais en tout cas, hem, plus on accepte leur présence, de toute façon ils sont là, on aura beau lutter, ils seront là et même au risque de lutter, on va s'user. On va se fatiguer plus vite et donc ils vont être encore plus présents. En tout cas, va donner le sentiment d'être encore plus présents. Donc elle est plutôt dans l'acceptation et c'est comment rebondir. Donc ça veut dire comment faire avec, comment vivre avec. Donc voilà un petit peu ces grandes pistes et ce grand rappel de surtout consulter. Alors effectivement, nous le savons, vous avez pu déjà consulter et vous entendre dire: «Il y a rien à faire». Non, il n'y a pas rien à faire. Il existe plein de solutions et surtout des équipes pluridisciplinaires pilotées par des médecins ORL qui vont dans les instances, dans les congrès sur les acouphènes, qui suivent les dernières études, qui suivent les dernières recherches, et qui peuvent vous aider à trouver, hein, une fenêtre où je vais être entendue, où je vais être prise en charge et où on va mettre un accompagnement, personnalisé. Hein, vous l'avez entendu, tout ce qui touche à l'audition est quand même très personnel, très individuel. On ne va pas perdre son capital au même endroit, le capital, de petites cellules sensorielles au même endroit. On va pas forcément avoir les mêmes, pathologies ORL aux mêmes endroits et on va pas avoir les mêmes acouphènes sur les mêmes fréquences, su et donc tout est très individualisé. Donc il est important, et même, vous l'avez vu, vous l'avez compris dans la consultation ORL, oser évoquer, votre vécu, hein, dans votre enfance, petite enfance, est-ce qu'il y a eu des traumatismes sonores? Est-ce que vous avez eu un accident, de voiture, même léger, hein, bien entendu, un accident de voiture? Est-ce que vous êtes tombé de vélo récemment? Est-ce que voilà, toutes des indications pour le médecin ORL pour essayer de trouver des sources. Est-ce que vous avez eu un choc émotionnel? Est-ce que vous avez pris certains médicaments? Et il va vous poser, hein, toutes ces questions, mais osez, c'est pas pour vous embêter qu'il va vous les poser, c'est qu'il a besoin de toutes ces indications pour essayer de trouver dans votre parcours de vie et de santé, qu'est-ce qui a pu provoquer et s'orienter vers, des examens cliniques adaptés et vers les accompagnements derrière. Donc je vous remercie beaucoup pour, votre écoute. Nous avons prévu un espace d'échange, hein, de questions-réponses, pour pouvoir, apporter le maximum de réponses à vos questions. C'est aussi le but de cet espace, d'échange, ce soir, ce de webinaire. Merci beaucoup à la mutuelle, CCMO de permettre cette fenêtre d'échange avec vous. N'oubliez pas l'association de patients avec tout ce qu'elle peut vous apporter, france-acouphènes.org et également, lafrepa.org, pour les réseaux pluridisciplinaires que vous retrouverez également, sur france-acouphènes.org. Et puis si vous voulez de l'information sur tout ce qui touche à l'audition, journée-audition.org. L'espace est à vous, j'ai beaucoup pris la parole pour vous apporter des éléments clés. Heu N'hésitez pas, soit par le chat, soit directement avec le petit micro, individuellement, de poser des questions sur, votre parcours, qu'on échange, voire même du partage d'expériences, de ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez mis en place et qui marche pour vous. C'est essentiel pour, s'aider, s'entraider les uns les autres. Alors je vois une question dans le chat, peut-il y avoir un caractère héréditaire? Effectivement, dans tout ce qui touche, à l'audition aujourd'hui, il y a un caractère héréditaire, heu, notamment, la presbyacousie, hein, c'est-à-dire ce phénomène, d'usure, hein, des capacités auditives, c'est-à-dire des capacités de compréhension de la parole avec l'avancée en âge qu'on appelle la presbyacousie. Il y a un caractère héréditaire. Tous les toutes les personnes, sur la planète, hein, c'est un phénomène universel. Donc c'est pas tous les humains de la planète qui vont être touchés par, la presbyacousie. On est à peu près à 40 autour de 60 ans, des sexagénaires, 40 des sexagénaires qui sont concernés par la presbyacousie.
et une des causes, principales de survenue des acouphènes, c'est effectivement la presbyacousie. Donc c'est fortement, corrélé, à ce caractère héréditaire. Hem, on s'est quand même rendu compte dans l'étude scientifique sur les acouphènes, hein, de l'étude PESA, que l'âge de survenue est quand même de 41 ans. La moyenne d'âge de survenue des acouphènes est 41 ans aujourd'hui. Donc ce qui nous indique que, effectivement, c'est pas qu'une affaire de presbyacousie autour de 60 ans. 41 ans, on s'est rendu compte effectivement quand on va un peu plus loin dans les questionnements sur les causes, détectées, traumatisme sonore aigu, c'est-à-dire une exposition sonore qui est toxique, pour, l'organe de l'oreille, ou des traumatismes sonores chroniques, mais aussi, des traumatismes barométriques, hein, liés à la pression, que ce soit en plongée ou que ce soit la pression, de l'air. Un phénomène d'habituation, c'est ce qu'on appelle effectivement, l'acceptation de ces acouphènes, mais aussi, de mettre à distance ces acouphènes, hein, plus nous allons pouvoir, accepter les acouphènes, moins on va s'énerver, hein, ce qu'on appelle l'habituation, mais ça va jouer sur votre état émotionnel. Plus je les accepte, plus je m'habitue à ce qu'ils soient là, moins ça va m'énerver, moins ça va me mettre dans les doutes, et me mettre dans un état émotionnel, négatif, et plus cet état émotionnel est brouillon, plus les acouphènes, je vais avoir le sentiment qu'ils prennent la place et que leur intensité est plus forte. Donc c'est une invitation effectivement au phénomène d'habituation. Il faut que je m'habitue et que j'apprenne quand ils se font encore plus forts, parce que parfois, hein, quand on est dans les doutes, ils sont là, hein, et du coup, de pratiquer à les mettre à distance, soit par la mémoire sonore, je vais chercher une chanson, que j'aime et cetera, qui dans ma tête va venir, remplacer, puisque c'est un son que je choisis qui est agréable, va venir couvrir, le son désagréable. Et effectivement, parmi, les acouphènes, il y a des acouphènes pulsatiles, où on est, c'est en fait, hein, comme si on entendait le battement de son cœur à l'intérieur. Là encore, plus on défocalise et plus, moins on aura cette sensation et surtout, à la fois, moins on aura le sentiment d'envahissement et moins on aura cette sensation qu'en plus, ils sont encore plus intenses. Ça fait partie, hein, des acouphènes. Il y a les schroinch-schroinch, il y a, entendre, comme un bruit de TGV qui passe. Ça voilà, voilà beaucoup, chaque patient va avoir une expression, hein, d'un bruit. Alors souvent, c'est des sifflements, souvent c'est des schroinch-schroinch, mais ça peut être aussi un bruit de cocotte minute. Ça peut être, parmi les théories, hein, de survenue des acouphènes, c'est comme le cerveau doit décoder en permanence. Son rôle du cerveau, c'est de décoder en permanence. C'est pour ça que l'oreille, ne ferme pas, c'est qu'il doit recevoir les informations sonores et les décoder. Ben, parfois il y a des informations sonores qui ne reçoit pas ou qui reçoit mal et qui sont tronquées, qui n'arrivent pas à décoder et il renvoie un signal. Ça fait partie, des des hypothèses. Parmi les hypothèses, il y a aussi l'hypothèse du membre fantôme, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une absence de cellules ou et que du coup, il répond, hein, il répond par, ce signal qui peut générer une douleur. C'est un petit peu comme dans certains cas où quand on a, dû, pour des raisons de diabète et autres, amputer, du coup, le membre amputé, ça devient un membre fantôme et ça crée une douleur, fantôme. Voilà, ça fait partie, voilà, des hypothèses, de recherche, pour essayer de comprendre, pour aller essayer d'aller chercher. Bien entendu, il y a la partie aussi recherche génétique, qui est en cours, hein. Imaginez bien que dans tout le monde entier, les centres de recherche travaille, sur toutes ces questions de l'audition, mais aussi ces questions des symptômes, auditifs que sont, les acouphènes, que sont l'hyperacousie. Heu,
Voilà, donc différents niveaux de recherche sur les synapses, sur les nerfs auditifs, sur les cellules, de l'oreille, les cellules petites cellules ciliées qui ont pour rôle de transmettre, hein, les informations via le nerf auditif. D'autres questions peut-être? N'hésitez pas à poser des questions sur, les masqueurs, sur les aides auditives, sur est-ce que, si je vais, notamment si je vous pose la question, si j'entends de la musique, enfin j'écoute de la musique, hein, puisque, nous sommes, très nombreux, des à écouter de la musique avec le casque ou les écouteurs. Est-ce que je vais continuer à amplifier? Le risque effectivement, hein, en fonction, du volume, de la durée, heu le risque effectivement, il y a une fragilité de toute façon. Les acouphènes indiquent qu'il y a une fragilité au niveau de l'organe sensoriel auditif et que si je ne prends pas garde, je peux amplifier ce phénomène. Hein, c'est pas parce que, ils sont installés que ça y est. Heu s'ils sont installés parce que j'ai une part de cellules ciliées qui a disparu parce que ils sont abîmés soit par l'usure avec l'âge, soit par exposition sonore, je peux continuer à consommer du capital auditif qui était encore là. Donc l'objectif, faire attention. Il y a une fragilité dans mon organe auditif. Il faut que je, prenne en garde, enfin que je prenne en compte cette fragilité. Alors effectivement, un partage d'expérience dans le chat, il peut y avoir des acouphènes sur une oreille et pas sur l'autre, puisque, nous avons, 2 oreilles, nous avons, et donc du coup 2 cochlées, la cochlée contenant dans l'oreille interne les petites cellules sensorielles. Donc effectivement, il peut y avoir, soit une pathologie interne qui a touché juste une oreille, soit une surdité, qui s'est installée plutôt, à droite qu'à gauche ou à droite. Hem, tout n'est pas symétrique, tout n'est pas linéaire et donc je peux avoir un acouphène ou des acouphènes qui sont plutôt sur une oreille et pas sur l'autre ou qu'il y a rien sur l'autre oreille. Heu, voilà, plein de choses peuvent venir expliquer en fonction du parcours individuel de vie et de santé. Et notamment, par exemple, si je suis sur les traumatismes sonores, hein, les expositions sonores, une oreille a pu prendre, et pas l'autre. Enfin, quand je dis a pu prendre, a pu être blessée, donc a pu être touchée. Heu, Par exemple, si j'ai un pétard, qui a explosé et qui m'a créé un impact, comme un coup de poing sur l'oreille, ça a pu me créer, hem, une, un coup de poing sur une oreille et pas sur l'autre. De même, quand je suis en concert ou en discothèque ou en festival. Heu et en fonction de la particularité, de la constitution personnelle et individuelle, je peux avoir le même effet en écoutant, le smartphone, notamment le smartphone à plein volume. Mais il n'y a pas que, le volume, il y a aussi la durée, et donc je peux avoir une oreille, un côté qui lâche plus que l'autre ou un côté qui lâche et pas l'autre. Donc vous voyez que tout n'est pas linéaire. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de consulter le plus possible au bon endroit et voilà, pour vraiment faire un point personnel individuel. Tout dans l'audition est individuel et personnel, même si la presbyacousie, nous connaissons le phénomène universel. Derrière, chaque patient est un cas unique, heu, par rapport à sa constitution puisque, nous n'allons pas forcément perdre de la même manière, sur le capital auditif et les acouphènes vont être, en expression personnelle et individuelle. Donc il faut un accompagnement personnalisé, individualisé. C'est pour ça qu'il y a différentes techniques qui ont été mises en place, hein, la thérapie comportementale cognitiviste, pour apprendre à défocaliser. Il y a la sophrologie appliquée, ce sont des praticiens, praticiennes sophrologues qui ont été formés au protocole d'accompagnement des patients acouphéniques, souvent, qui travaillent sur les plateformes pluridisciplinaires ou les réseaux pluridisciplinaires, pilotés par des médecins ORL.
donc ce ne sont pas tous les praticiens en sophrologie, notamment en gestion du stress. Il y a un protocole défini, pour pouvoir être accompagné. Effectivement, on peut être beaucoup plus, on peut adhérer plus à la thérapie comportementale. D'autres vont plus adhérer à la sophrologie, qui appliquée. D'autres peut-être font déjà du tai chi, la méditation et cetera et peuvent aussi essayer dans ces pratiques-là, d'intégrer, hein, ce travail de mise à distance, des acouphènes. Alors, le bouchon d'oreille, c'est-à-dire la protection, hein, quand je dis bouchon, c'est pas le bouchon de cérumen, vers le tympan, c'est, des protections, des boules qui de cire et cetera, ne peuvent pas accentuer les acouphènes. Par contre, certains, quand ils ferment le conduit auditif, ont l'impression, bah, que de fait, puisque, éventuellement, il n'y a pas de bruit extérieur qui va venir couvrir les acouphènes, bah, quand je mets une protection, pour certaines, en fonction du niveau, hein, de gêne et d'intensité, des acouphènes, heu et du coup, ils vont avoir l'impression que les acouphènes sont plus présents. Donc certains, en fonction de leur cas personnel individuel par rapport à leur situation liée aux acouphènes, vont pouvoir effectivement utiliser ça, d'autres non. Alors sur le est-ce qu'il y a un lien de corrélation sur la fibromyalgie, pardon? Hem, voilà, je ne saurais vous apporter de réponse et à ma connaissance, il n'y a pas d'études, scientifiques encore sur des croisements. Vous savez, dans le domaine de l'audition, comme je vous le disais, par rapport à d'autres organes, heu, la connaissance évolue rapidement, mais depuis seulement une quarantaine d'années. L'imagerie médicale, a permis de beaucoup faire évoluer, hein, et nous permet encore d'avancer grâce, à des matériels de plus en plus puissants, hein, pour, aller, introspecter dans le cerveau et cetera. Hem, donc on est en pleine quête, hein, pleine découverte et beaucoup d'équipes de recherche travaillent également sur les liens de corrélation, hein, des liens de corrélation qui peuvent exister, hem, qui pourraient exister. Pour, contextualiser, le 100 santé a été mis en place parce que 2 études, scientifiques ont été, dévoilées en 2012 et 2014-2015 sur la corrélation entre la perte auditive non accompagnée, non compensée dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller la corriger, la compenser par, des réglages avec les aides auditives, sur les dépressions, sur, des déséquilibres d'état physique et psychologique, des patients. Donc vous voyez, c'est pas si loin que ça et c'est parce qu'ils ont démontré ces études ont démontré le lien sur la santé, du cerveau et la santé cognitive et mentale que, ça a contribué à mettre en place le 100 santé, c'est-à-dire la possibilité de s'équiper en prothèse auditive ou aides auditives sans reste à charge. D'autres questions peut-être dans le chat? Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre que l'état émotionnel va aussi, renforcer le sentiment d'envahissement, hein, donc fatigue, doute, heu j'ai une contrariété, ouais et faire aussi attention et vous le verrez sur le site de france-acouphènes.org à tous les aliments, hein, qui peuvent aussi, heu, être des aliments excitants, hein, que ce soit la caféine, les sodas, certains sodas et cetera, qui peuvent effectivement amener dans une certaine, nervosité, hein. On va chercher, on se sent fatigué, donc on va aller chercher
de l'énergie, voire quelque chose qui nous booste. Mais attention, ça va nous amener dans de l'excitation, dans éventuellement du stress et va, de toute façon nous amener dans un état émotionnel qui va nous donner le sentiment de, plus de présence de nos acouphènes et il va nous falloir pratiquer, pour garder le contrôle sur les acouphènes. J'espère vous avoir apporté, tous les des éléments de réponse, que ça va pouvoir faire écho en vous. Surtout, ne restez pas avec le sentiment qu'il n'y a rien à faire. Même si vous l'avez entendu, non, l'association Journée nationale de l'audition est gérée, par des médecins ORL du service public. Elle a été créée par des médecins ORL du service public. Nous sommes d'intérêt général et je vous le redis, il n'y a pas rien à faire. Il y a plein de choses à mettre en place et il y a des instances pour vous aider. C'est important, france-acouphènes.org, lafeprap.org et sur lesquels vous trouverez les réseaux d'accompagnement pluridisciplinaire et plein de conseils pour pouvoir, garder le contrôle sur, les acouphènes qui peuvent vous gêner et gêner votre vie. Un grand merci pour votre écoute et n'hésitez pas, si vous avez des questions à la suite de ce webinaire, en passant par la mutuelle CCMO qui nous transmettra, vos questions et nos experts et moi-même, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Très belle soirée à vous-même, prenez soin de vous. À très bientôt.